Aujourd'hui, on explore un peu les coulisses de l'intelligence artificielle. On va essayer de comprendre ensemble un truc assez fascinant. Comment une IA, un grand modèle de langage, quoi, fait pour répondre à une question qu'on lui pose. On a quelques notes sous les yeux là qui détaillent un peu le processus. L'idée, c'est de rendre ça clair. Alors, comment on passe des mots à des nombres et comment la machine sait sur quoi elle doit se concentrer. C'est une excellente question et c'est vrai que ça peut paraître un peu magique vu de l'extérieur, mais en fait, il y a une série d'étapes assez logiques derrière tout ça. On peut commencer par le tout début. Comment l'info rentre dans la machine. La première chose, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. En gros, le texte qu'on lui donne, il est découpé en petits bouts, des tokens. Parfois, c'est des mots entiers, parfois juste des syllabes ou des préfixes. D'accord. Des petits morceaux. Et après, ces bouts de mots, ils deviennent des chiffres. Exactement. C'est l'étape suivante, l'embedding. Chaque token est transformé en une série de nombres. Un vecteur, en fait. C'est un peu comme une sorte de carte d'identité numérique pour ce token. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nombres, ils positionnent les mots dans un très grand espace mathématique. Et les mots qui ont des sens proches, comme chien et loup, par exemple, ils vont se retrouver assez proches dans cet espace. Ah, d'accord. Une sorte de cartographie du langage. C'est malin. Et c'est là que les fameuses cartes graphiques, les JPU, interviennent pour gérer tous ces chiffres. Tout à fait. Ces calculs sur les vecteurs, ça demande une puissance de calcul énorme et les GPU sont très efficaces pour ça. Ok, je vois. Mais alors, une fois qu'on a ces mots transformés en coordonnées, comment l'IA comprend le sens d'une phrase? Puisque l'ordre des mots, les relations entre eux, c'est crucial, non? Absolument. Et c'est là qu'un mécanisme vraiment fondamental entre en jeu. C'est le mécanisme d'attention. C'est lui qui va permettre au modèle d'évaluer l'importance de chaque token par rapport à tous les autres, pour vraiment saisir le contexte. L'attention. Il se concentre en quelque sorte? C'est un peu l'idée, oui. Il va peser les relations. Pour ça, il utilise des outils spécifiques qu'on appelle requêtes, clés et valeurs. En gros, chaque mot demande aux autres: est-ce que tu es pertinent pour moi? Requête, clé, valeur. Ok. Chaque mot, la requête, regarde les autres mots, les clés, et si une clé correspond bien, alors ce mot-là partage son information, la valeur. Ça permet de lier les mots importants entre eux, même s'ils sont éloignés dans le texte. Ah, d'accord, c'est plus clair. C'est comme ça qu'il arrive à suivre même dans des textes assez longs. Malin. Et après cette phase d'attention. Eh bien, l'information qui a été pondérée par l'attention, elle passe ensuite dans ce qu'on appelle un réseau à propagation avant. C'est une autre couche de traitement. Chaque token, déjà enrichi par le contexte grâce à l'attention, est traité individuellement pour affiner encore sa représentation. On pourrait dire que ça ajoute des détails, des nuances. Ça aide à repérer des motifs plus complexes dans les données. Ça fait beaucoup d'informations qui circulent et qui sont transformées. Comment le système fait pour pas que ça devienne le chaos, pour rester stable? Très bonne question. Pour ça, il y a des étapes de normalisation. À différents moments, le modèle va en quelque sorte remettre de l'ordre dans les valeurs numériques pour que l'apprentissage reste stable, pour pas que les chiffres explosent si on veut. Il y a aussi ce qu'on appelle des connexions résiduelles. C'est un peu comme des raccourcis qui permettent à l'information des étapes précédentes de passer plus directement aux étapes suivantes pour éviter de perdre des infos importantes en cours de route. D'accord, des raccourcis pour pas perdre le fil. C'est ça. Et on utilise aussi des techniques comme le drop-out pendant l'entraînement. Ça consiste à désactiver aléatoirement certains neurones pour éviter que le modèle apprenne par cœur les données d'entraînement et pour qu'il soit meilleur sur des données nouvelles, qu'il généralise mieux. Ok, donc on stabilise, on évite le surapprentissage. Bon, on a découpé le texte, on l'a mis en chiffres, on a focalisé l'attention, on a enrichi, on a organisé tout ça. Reste la dernière étape. Comment il choisit le mot suivant à écrire? C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Oui, c'est l'étape de prédiction. Une fois que le modèle a bien compris le contexte de ce qui a été dit avant, il va calculer pour chaque mot de son immense vocabulaire la probabilité que ce mot soit le prochain mot le plus logique dans la séquence. Une fonction mathématique, souvent la fonction softmax, aide à transformer ces calculs en probabilité. Par exemple, 70% de chances que le prochain mot soit là, 10% pour une, 5% pour ma, etc. Et il choisit le plus probable. En général, oui, mais on peut aussi influencer ce choix avec un paramètre qu'on appelle la température. Une température basse, ça favorise les mots les plus probables, donc des réponses très cohérentes, mais parfois un peu plates. Si on augmente la température, ça donne une chance aux mots un peu moins probables d'être choisis. Ça peut introduire plus de créativité, de surprise dans la réponse, parfois même un peu trop.
Fascinant. Donc toute cette cohérence, cette capacité à générer du texte qui a du sens, ça émerge de ces calculs de probabilité, basés sur tout ce qu'il a appris. Si on récapitule, on découpe tokenisation, on met en chiffres, embedding, on se concentre attention, on enrichit réseau feed-forward, on organise normalisation et on choisit le mot suivant, prédiction. L'image du super bibliothécaire qui lit et écrit à toute vitesse, elle est pas mal finalement. Oui, ça donne une bonne intuition. Comprendre ces différentes briques, ça démystifie un peu le fonctionnement, je trouve. C'est quand même assez remarquable de voir comment des opérations mathématiques, au fond, peuvent aboutir à quelque chose qui ressemble à de la compréhension du langage. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Si la machine arrive à produire du sens, ou en tout cas à quelque chose qui ressemble fort, juste en manipulant des nombres et des probabilités basées sur des données textuelles massives, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur notre propre compréhension humaine du langage, sur la nature de ce qu'on fait, nous, quand on comprend et qu'on parle? C'est une question ouverte, bien sûr.